Bonsoir à toutes et à tous pour ce premier Café Société de Radio Aviva au Café Vienne à Perpignan. Alors, en ce mois de l'économie sociale et solidaire, le mois de novembre, nous allons vous faire un peu une petite promenade sur les contours de l'économie sociale et solidaire, sur ses définitions, sur ce qui fait qu'elle se développe ou pas, et sur le côté économique qu'elle représente, le poids économique, puisqu'on dit économie sociale et solidaire. Alors, merci à nos invités qui sont venus nous éclairer. Je veux parler de Laurence Faure de l'Université de Perpignan Via Domitia, maître de conférence et directrice du département sociologie. Vous êtes aussi spécialiste de la consommation. Donc, Monsieur Paul Andréani, vous êtes président d'honneur de la recyclerie d'Elne et toujours administrateur de cette recyclerie. On a compris que vous aviez toujours les mains dans le cambouis aux manettes. C'est ça, voilà. Alors, ensuite, Frédéric Roca, directrice de l'IRTS de Perpignan, l'Institut régional du travail social. Et enfin, Bertrand Rodriguez, responsable de la coopérative Caténaire. Alors, des activités extrêmement différentes, des activités riches, et on va essayer de découvrir ce qu'est cette économie sociale et solidaire et son poids économique. Alors, elle rassemble des organisations dont l'objectif est bien sûr une utilité sociale, je parle sous le contrôle de notre universitaire, et puis il y a bien sûr une personne, une voix. Je crois que c'est un peu les principes dans les coopératives. Il y a des associations, des coopératives, beaucoup de sens avec un objectif social à chaque fois. Et puis enfin, les salariés, parce qu'il y a des salariés, participent souvent aux décisions, participent à l'évolution de la structure. Alors, c'est quand même près de 10% des entreprises françaises et un peu plus de 10% de l'emploi salarié en France. Donc, ça n'est pas neutre. Et il est important de savoir que ce poids économique, je crois qu'il continue à se développer avec la crise, avec le post-Covid. Alors, je voudrais justement que vous nous disiez, que vous réagissiez sur cette temporalité. Actuellement, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce développement et d'économie sociale et solidaire et de quête de sens? Alors, je vais poser la question à Laurence Faure. Laurence Faure, vous allez nous dire, est-ce que vous, universitaire, vous voyez se développer? Est-ce que vous voulez préciser cette définition que j'ai donnée sommairement? Oui. Alors, l'économie sociale et solidaire a pour vocation à la fois, donc le registre de l'économie sociale s'inscrit dans une perspective historique qui est née du 19e siècle, qui est inspirée de mouvements ouvriers avec une vocation dont l'objectif était de créer des coopératives permettant aux ouvriers de se réapproprier la production et la consommation. Donc il faut penser l'économie sociale, dans ce sens-là. Et puis, l'économie solidaire est plutôt née depuis les années 70, principalement, avec l'idée plutôt de développer l'accès à l'emploi pour des personnes qui sont en situation d'exclusion. Et donc, l'économie sociale et solidaire vise à articuler ces deux dimensions dans une perspective d'accès à l'emploi, dans une perspective aussi d'accès à la consommation pour des personnes qui sont en situation de précarité socio-économique. Et donc, il y a des enjeux, évidemment, qui sont très importants aujourd'hui pour notre société, dans un contexte de chômage qui est quand même non négligeable, en particulier dans le département, puisque c'est le département des Pyrénées-Orientales est un des départements où le taux de chômage est le plus important. Voilà. Et puis je crois qu'il y a des enjeux associés au contexte national et international liés à la transition énergétique, dans laquelle en fait l'économie sociale et solidaire a toute sa place à prendre, me semble-t-il. Donc on a à chaque fois une utilité sociale
et un aspect économique. Voilà. Et un côté insertion, on le verra tout à l'heure. Voilà. Et avec un enjeu aussi qui consiste à faire en sorte que les individus se regroupent ensemble pour penser leur vie en société plutôt que dans une perspective économique où les individus sont séparés les uns des autres. Oui. Donc faire société aussi à travers ce travail partagé. Exactement. Donc ça, c'est important. Pour Frédérique Roca, vous êtes directrice de l'IRTS. Alors, dites-nous un peu ce qu'est l'IRTS. Bonsoir. L'IRTS Perpignan est un centre de formation de travailleurs sociaux. Et donc, on forme des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants, tous les métiers du travail social. Notre établissement appartient à une association. C'est une association qui est donc dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et depuis quelques années, cette association a changé de nom et s'appelle maintenant FAIR en économie sociale et solidaire. Et c'est vraiment important pour nous, ça a été important d'afficher plus largement finalement cette inscription dans l'économie sociale et solidaire qui finalement marque un petit peu les valeurs auxquelles on croit et qu'on veut défendre et qui en ont bien besoin aujourd'hui, je crois. Et qu'on veut aussi transmettre, bien sûr, à tous les travailleurs sociaux qu'on forme. Voilà. Donc, on est vraiment inscrit dans ce champ-là, de plus en plus. On porte d'ailleurs une formation de dirigeante d'économie sociale et solidaire au niveau national. Et voilà, donc on se retrouve vraiment dans ce modèle qui finalement parle de l'humain, parle de gouvernance partagée et où à un moment donné, voilà, il y a du lien, comme le disait Emmanuel Faure, entre les individus. Alors, vous avez à peu près 300 apprenants. Oui. C'est énorme. Alors, sur Perpignan, on a environ 300 apprenants, un peu plus même, oui. et 2 fois plus sur Montpellier, puisqu'on a un autre établissement à Montpellier. Oui. Un gros centre à Montpellier aussi. Oui. Alors, toutes ces personnes se destinent à des métiers d'aide à la personne ou de soins. Et ça veut dire qu'elles ne vont pas toutes avoir une activité dans l'économie sociale et solidaire, mais la plupart. La plupart, puisque quand même la plupart des métiers du travail social sont destinés au milieu associatif. Voilà. Bien sûr. Donc une grande partie des travailleurs sociaux conformes vont travailler dans des associations dans l'aide à la personne, auprès des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de précarité, en protection de l'enfance, voilà, dans tous les domaines en fait. Alors, vous revendiquez une dimension internationale avec FAIR ESS. On a l'impression que c'est une notion très française. Alors, dites-nous tout. Alors, et particulièrement l'IRTS de Perpignan, puisqu'on est transfrontalier. Oui. Et que depuis sa création, donc l'IRTS Perpignan aura 20 ans l'année prochaine, on a toujours été associé à des projets transfrontaliers. On travaille beaucoup avec nos collègues catalans du Sud, mais pas que. Et cette ouverture transfrontalière nous permet finalement aussi de travailler avec peut-être plus facilement que d'autres, avec l'Italie, avec la Belgique. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, là, est-ce que c'est facile de s'inscrire? C'est ouvert? Il y a des concours? Comment ça se passe? Alors les formations en travail social ont été... il y avait des concours, il n'y a plus vraiment de concours puisque maintenant tous les parents d'enfants bacheliers connaissent Parcoursup, ce fameux logiciel, le fameux Parcoursup, voilà, qui complique un petit peu les choses. Mais pour autant, voilà, on est toujours sur une sélection en fait, où on va sélectionner des étudiants qui nous paraissent avoir quand même une appétence pour travailler avec l'autre, des métiers de la relation. Et un engagement aussi, voilà, les questions d'engagement. Voilà. Des jeunes qui ont fait un service civique, qui ont été bénévoles dans des associations, ce sont vraiment les profils qui nous intéressent parce qu'on sent qu'il y a déjà quelque chose. Ils sont concernés par ce qui se passe autour d'eux, par leurs prochains. On sait que même dans toutes les entreprises, il y a une quête de sens. Donc là, c'est encore plus fort dans l'économie sociale et solidaire. Alors oui, complètement. Donc il y a toujours une quête de sens, de valeur de l'humain. Et ce qui est peut-être nouveau avec les jeunes générations, c'est à la fois l'engagement sur tout ce qui est autour de la transition écologique. Ils sont vraiment très... et aussi des questions vraiment sur le modèle économique de notre société. C'est-à-dire que de plus en plus, ils interrogent ce modèle et s'intéressent du coup à l'économie sociale et solidaire. Bon, c'est de bonne augure. On l'espère.
Merci Frédéric Roca. Alors, on va voir aussi deux exemples qui sont avec nous à ce café société. Alors, je vais commencer par Paul Andréani. C'est totalement aléatoire, hein, je préfère le dire à chacun. Vous étiez président de la recyclerie d'Aisne et vous êtes resté président d'honneur. Vous êtes toujours impliqué. Alors, dites-nous un peu ce qu'est cette recyclerie. Parce qu'il n'y a pas le côté recyclage seulement, il y a un côté insertion, si j'ai compris. Il y a essentiellement un côté insertion. Alors pour être clair sur le sujet, la recyclerie est ce qu'on appelle un atelier chantier d'insertion par l'activité économique. Et aussi nous sommes, puisque notre association groupe un atelier chantier d'insertion et une entreprise d'insertion. Mais sans entrer dans un détail technique administratif, le problème c'est que nous répondons par le cadre de l'insertion à ce qu'on appelle la politique de solidarité. Nous sommes un instrument au service de cette politique. Oui. Une politique de solidarité, la solidarité inclut et implique la réciprocité. C'est-à-dire que nous créons un outil économique, il y a un marché, il y a une rémunération de ce marché, et des gens sont rémunérés à partir des réalisations de ce marché. Comme dans une entreprise. Comme dans une entreprise. Et il y a un accompagnement social, une personne qui est dédiée dans notre structure pour accompagner des gens, si vous voulez, qui sont dans une grande précarité, qu'elle soit sociale ou pécuniaire, qui sont éloignés de l'emploi. À partir de ce moment-là, nous jouons ce jeu de solidarité, c'est-à-dire de réciprocité entre une offre de travail et de l'autre côté, la personne à qui on offre ce travail sur un temps donné, mais doit réaliser un projet. Oui. C'est-à-dire se mettre en œuvre elle-même, reprendre sur elle-même, remettre pied à l'étrier dans le système social que nous connaissons. Donc une insertion par l'économie, une insertion par la réalisation de soi aussi. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des vraies carrières dans ce domaine-là pour les gens qui nous écoutent? Alors, avec du sens, bien sûr. Tout à fait. Donc, vous avez ici deux choses. D'une part, ce qu'on appelle les permanents dans les entreprises d'insertion et ateliers chantiers d'insertion. Ce sont des gens qui sont rémunérés. L'association les rémunère en direct. C'est leur métier. Bien sûr. De la même manière, l'accompagnatrice, puisque c'est une dame en l'occurrence, qui est accompagnatrice socio-professionnelle, elle a une notion, si vous voulez, de psychologie, une notion sociale de la prise en charge des êtres. Oui. Les autres, eh bien, nous, notre support économique, c'est la collecte d'encombrants. C'est-à-dire qu'ici, nous avons, comment dirais-je, mis en place un marché public avec la communauté de communes Albert, Côte-Vermeille, Libéris. Nous collectons les encombrants meubles et appareils électroménagers. Ces encombrants sont traités, soit on arrive à les transformer, les réparer, soit nous les remettons dans le circuit des éco-organismes, comme Éco-Maison ou Éco-Logique, pour tout ce qui est, comment dirais-je, réfrigérateur, appareil de télévision, etc. Et là, l'intérêt qui est ici, parce que notre intérêt d'existence économique, c'est le fait que nous avons un partenaire qui s'appelle le SIDETOM, le syndicat du traitement des ordures ménagères, et c'est notre partenaire principal puisque notre rémunération, elle est, si vous voulez, à double sens. C'est-à-dire que les communautés de communes rémunèrent la collecte et par le biais de notre partenariat avec le SIDETOM, nous faisons gagner au SIDETOM un moindre traitement, puisque nous collectons dans la communauté de communes Albert, Côte-Vermeille et Libéris 700 tonnes. Ah oui, quand même. Voilà. C'est important, 700 tonnes. Ces 700 tonnes qui sont un coût de transformation économisé par le SIDETOM. Et une économie circulaire qui se crée plutôt que des choses qui passent à la belle. Il y a une économie circulaire qui se crée. Il y a, si vous voulez, ce qui est intéressant de noter, parce que une vie économique doit être pérenne, oui, tant sur le plan financier que sur le plan purement du marché.
Ce qui nous permet à ce moment-là d'avoir cette solidarité que l'on peut mettre en place pour des gens que l'on met dans la voie de l'insertion. Alors, je vais vous faire bondir, Paul Andréani, parce que je sais que ça vous énerve, ça. Ce n'est pas de la charité. Absolument pas. Donc, Alors, juste un petit point. Bon nombre de philosophes se sont posés sur la question. La charité est un acte unilatéral. Je donne descendant. et je repars. Voilà. Là, nous sommes dans un schéma qui est un schéma participatif, qui est un schéma de prise en charge de l'autre. Ce qui suppose la connaissance de l'autre, parce que ce sont des individus qui sont, je dirais, qui arrivent de chez Pôle emploi. Pôle emploi donne un agrément. Ce sont des gens qui peuvent être... moi, j'ai établi à peu près 4 niveaux de problèmes. Un niveau de problème qui est des gens illettrés. Oui. Ils ne savent pas lire, ou s'ils savent lire, ils ont du mal à lire une consigne. Oui. Vous avez des gens que la vie a marqués pour différentes raisons. Certains peuvent être à bac +2, +3. Certains n'ont même pas le CAP ou tout juste un CAP ou un brevet. Oui. Mais il y a une capacité à faire. Vous en avez d'autres. En tous les cas, l'envie de faire. Alors il faut que nous le donnions, l'envie de faire. Il faut le motiver. Voilà, les motiver. Il y a aussi des gens qui sont dans une certaine difficulté, je dirais, pathologique. Oui. Ça aussi, ça c'est un problème que l'on peut avoir, enfin qui est à résoudre avec Pôle emploi. Et puis aussi, il y a une autre difficulté qui va naître, qui est la mobilité. Oui. Aujourd'hui, on n'a rien au seuil de sa maison. Un emploi, il faut aller le chercher. Il faut aussi que des gens soient capables de se mouvoir autrement qu'en marchant le long d'un trottoir. Oui. Hein? S'adapter. Bon. S'adapter. Alors là aussi, on les aide à... Alors, pour être, je dirais, un petit peu plus explicite sur le sujet, l'accompagnateur socio-professionnel a aussi une palette de capacités à offrir des aides pour passer un permis de conduire, pour différentes choses, par exemple, ce qu'on appelle des formations qualifiantes. Il sait ce qui peut faire rebondir, en fait, quelqu'un. Il y a un dialogue entre la personne et l'accompagnateur socio-professionnel. Exactement. À partir de là, on commence à mettre, je dirais, mettre en œuvre un projet. Ce projet, il peut être d'un accès direct à un emploi que la personne un peu plus musclée de courage, en quelque sorte, va solliciter et frapper aux portes d'entreprise. Par contre, il y en a d'autres où il est, et moi c'est ce que je préfère, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des formations qualifiantes, avec le GRETA, l'AFPA. Et à partir de là, ce sont des gens qui acquièrent, je dirais, des éléments du métier en question et qui sont beaucoup plus concurrentiels sur le marché de l'emploi. Bien sûr. Et en général, quand ils passent là, ils pérennisent leur emploi. Alors, vous avez combien de salariés? Alors, nous avons 26 personnes en insertion et nous avons 8 permanents. D'accord, ok, donc c'est pas mal, 8 permanents. Ce sont les gens que vous accueillez, il y a des limites d'âge, il y a des tranches d'âge? Alors, il n'y a pas de limite d'âge. Nous en avons qui ont la vingtaine, nous en avons qui ont la cinquantaine. Bon, il n'y a aucune limite d'âge. D'accord. Simplement ici, c'est qu'il faut savoir que c'est un contrat de 2 ans par ce qu'on appelle des contrats à durée déterminée d'insertion que l'on renouvelle dans les 2 ans, tous les 2 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois. Oui. L'objectif, je dirais, c'est de leur dire, voilà, tu es capable de faire quelque chose et tu es capable de remettre pied à l'étrier et revenir dans le système social que plus ou moins tu as quitté. C'est quand même très gratifiant, c'est magnifique. Pour la personne, oui.
Pour vous Puisqu'elle aussi, quand retrouve- même. Pour vous et pour elle. Nous, Parce que pour elle, on la réassure, je dirais, sur ses capacités. Voilà. Mais pour vous, pour tous les travailleurs qui sont avec vous, c'est vraiment remettre le pied à l'étrier à quelqu'un, le voir repartir faire son petit parcours lui-même et repartir. Alors, ce n'est pas aussi, je dirais, Idyllique. idyllique. Maintenant, pour vous donner quelques chiffres là-dessus, en 2022, on a eu 9 sorties positives Oui. sur les 26. En 2023, aujourd'hui, sur les 9 mois en cours, on en a 13. Très bien. Bon, alors oui, c'est bien, mais c'est un effort. Il paraît que l'année prochaine, il y en aura 50. Ça, c'est un autre problème. Merci, c'est très clair et on verra ensuite comment ça se passe à l'intérieur et on verra aussi pour les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront à l'antenne ou sur les réseaux sociaux ou sur notre site, comment ils peuvent vous contacter, chacun de vous, pour, si ça les tente, de pousser une porte et de se dire est-ce que moi je peux relever de ces dispositifs-là? C'est important. C'est important. Alors, relever de ce dispositif de l'insertion, il faut passer par Pôle emploi. Oui, bien sûr. Alors, Pôle emploi a des critères bien clairs sur qui est susceptible d'être agréé pour l'insertion. D'accord. Ça ne se fait pas comme ça. Donc encore de 15 jours et après c'est France Travail. Hein. Oui, France Travail. Oui. Alors, du coup, merci pour ces quelques précisions. On reviendra vers vous, Paul Andréani, pour la recyclerie d'Elne. Je trouve que c'est un dispositif très intéressant. Je voudrais qu'on prenne le deuxième exemple qui est autour de notre table dans ce café société de Radio Aviva. C'est à partir de Perpignan. Frédéric Roca, pardonnez-moi, j'ai pas mélangé mes papiers, donc autant pour moi. Hop, hop, voilà, je vous ai perdu. Bertrand Rodriguez, je vous ai trouvé. Donc Bertrand Rodriguez, c'est tout à fait original parce que Caténaire, c'est finalement particulier. On touche à l'énergie, on touche à un secteur complexe. Oui, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Donc, en effet, on a une coopérative. Vous êtes responsable de cette coopérative depuis 2014, donc bientôt 10 ans, c'est dire que vous maîtrisez quand même bien ce système-là. Et puis, vous êtes membre d'Énergie Citoyenne, vous nous direz tout à l'heure ce que c'est. Et puis, cette coopérative participative d'énergie renouvelable qui est dans les PO, j'aimerais que vous nous expliquiez comment la genèse déjà, c'est né quand et comment ça fonctionne. Donc, en effet, il y a 10 ans, en 2014, on a créé une SIC, et je reviendrai un peu sur ce statut particulier de l'économie sociale et solidaire. Et je suis à Perpignan parce qu'il y a un master énergie solaire à l'université de Perpignan. Donc, voilà, c'est particulièrement adapté à ce territoire que il y a donc plein de formations. Et donc, sur les bancs de l'université, on apprend le contexte énergétique. Donc, pour nous en faire part un petit peu de ce contexte et justement ce qui nous pousse à prendre en main le sujet de l'énergie, donc de se le réapproprier. Hein. Bien Donc, sûr. c'est ça l'énergie citoyenne. Donc, ce sont des Et de le citoyens voir qui autrement. réapproprient ce sujet et ces enjeux modernes. Il faut savoir que sur le département, on a aujourd'hui un taux d'autoproduction de 30%. Donc, ça veut dire que tous les jours, on importe 70% de notre énergie, qui est principalement fossile. Donc, ça veut dire du gaz, du charbon, Oui. du gaz, du charbon et du pétrole. Et ça pose énormément de problèmes. On commence à en avoir des résurgences. On a aujourd'hui un déficit de pluie dans le département depuis un petit moment. On voit qu'il y a des épisodes de sécheresse, d'incendie, etc. Donc, je ne vais pas là beaucoup m'étendre sur les dérèglements climatiques, mais il y a une bombe à retardement qui, in fine, quand on regarde notamment les rapports du GIEC, questionne l'habitabilité de l'humanité sur Terre. Donc, on vit une extinction de biodiversité majeure où il faut prendre ce sujet en main et ne plus consommer à terme de fossiles. Donc, voilà, c'est un défi majeur. Et donc,
Quand on regarde sur le département, on s'aperçoit qu'on a la capacité de produire 100% de notre énergie. Avec qui Alors, plus est, 100% de l'énergie en éolien, en quoi? En Alors, solaire, il y a plusieurs en types. gaz vert, en comment? Oui, alors il y a plusieurs types. Là-dessus, c'est des études qui sont menées, alors soit à l'échelle européenne, régionale, même mondiale, mais en tout cas pour ce qui nous concerne, on regarde ce qu'on appelle des schémas directeurs de l'énergie. Il y a des plans qui s'appellent des plans climat, air, énergie territoriaux, qui sont un peu la feuille de route sur comment est-ce qu'on arrive à faire cette transition énergétique. En étant très adapté au territoire. Je crois que c'est vraiment la caractéristique de l'économie sociale et solidaire, qu'on s'adapte au territoire. En effet, le statut donc coopératif donne la capacité de la gouvernance et donc de l'aménagement par les habitants et les acteurs du territoire. Et en effet, c'est notre sujet numéro 1. Donc, dans une coopérative, une personne égale une voix. Et le statut qu'on a donc choisi ou qui nous a choisi, mais c'est le statut donc de société coopérative d'intérêt collectif, SCIC, donc on l'appelle SIC. C'est une des 3 formes de coopératives dans l'économie sociale et solidaire. On connaît beaucoup les SCOP. Voilà, donc nous, on n'est pas une SCOP, on est une SIC. Et c'est un statut qui a été créé en 2001 pour pouvoir faire du multisociétariat. Donc ça veut dire que tout type de personne, physique ou morale, peut être sociétaire, donc actionnaire, l'équivalent d'actionnaire, dans une coopérative. Ça peut être un individu, par exemple, ou une association, ou qui est sociétaire. Aujourd'hui, on a 300 sociétaires. Oui. Et donc, on a des sociétaires qui sont pour 3/4 des habitants. Et puis, on a des associations, on a des collectivités territoriales qui ont mis à disposition des espaces pour pouvoir faire des centrales. On a des entreprises du secteur qui trouvent que ça permet de développer les énergies renouvelables. Et donc, en effet, sur cette question d'énergie qui touche tout le monde, alors à la fois parce que on est tous concernés par le fait d'habiter sur Terre, et puis on est tous consommateurs d'énergie, et on a tous la possibilité de permettre leur développement, soit alors en accueillant, en hébergeant des centrales chez soi, donc ça peut être quelques panneaux solaires, ça peut être pour des agriculteurs, etc. Enfin, ça peut passer par tout un tas de choses. Et également, nous, c'est un de nos supports majeurs, c'est que pour permettre la réalisation des projets, nous faisons des campagnes d'investissement participatif. Oui. Donc ça veut dire qu'on est capable tous de pouvoir placer un petit peu d'épargne pour pouvoir développer ces énergies renouvelables. Et sur cette thématique-là, on parle beaucoup des gaz à effet de serre qu'on émet par nos activités. On émet 10 tonnes d'équivalent CO2, donc de gaz à effet de serre, pour nos activités, se nourrir, se loger, se déplacer. On en émet 15 par notre épargne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bilan carbone des banques montre qu'en fait, même si on fait un petit effort sur comment se nourrir, se loger, se déplacer, donc essayer de consommer des fruits et légumes de saison, se déplacer en vélo ou en transport en commun, etc. En fait, notre argent finance des choses qu'on n'a pas envie qu'ils financent et permet, il y a chaque année beaucoup plus d'investissements encore qui sont faits dans les énergies fossiles que dans les énergies renouvelables. Et donc, c'est une façon aussi de pouvoir commencer un cercle vertueux. Alors, je voudrais demander à Laurence Faure, la sociologue que vous êtes, là, c'est dans l'air du temps, ces cercles vertueux, le fait de se poser la question de son impact sur la planète, se poser la question de l'énergie circulaire. Bien sûr, ce sont des questions qui sont absolument fondamentales aujourd'hui et il me semble que l'économie sociale et solidaire permet de s'approprier ces questions-là en remettant au cœur des enjeux sociaux, humains et environnementaux comme relevant de priorités fondamentales plutôt que de mettre au cœur une logique de profit qui est la logique d'économie classique qu'on a tous malheureusement, je dirais, en tête et qui est omniprésente dans notre société. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire a une carte à jouer, notamment sur les questions environnementales, mais pas seulement. Pas seulement, oui. Voilà.
Et sur les questions de consommation en particulier, c'est vrai que c'est un enjeu important parce que cette économie permet de proposer une économie circulaire et non plus linéaire, où les objets produits, fabriqués par les industries peuvent être fabriqués sur la base de tri qui ont été opérés en amont et permettent donc des formes de reconditionnement. Donc en proximité déjà. Voilà, mais aussi dans une logique de reconditionnement des matériaux, c'est-à-dire qu'on va réutiliser dans l'économie, réinjecter dans l'économie des matériaux qui ont déjà été utilisés, c'est ça l'économie circulaire. Puis ensuite, les individus vont pouvoir être des individus consommateurs responsables, avec l'idée de faire durer les objets de consommation, avec l'idée de développer, par exemple, des logiques de réparation, de maintenance, et c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Essayer de développer ça, on en est très loin, hein, mais parce qu'on est parti finalement d'une idée qui consistait à considérer que dans notre économie, l'homme n'était pas au cœur des enjeux, c'était le profit qui était au cœur des enjeux. Et par ailleurs, dans notre économie, l'homme s'est progressivement mis à distance, en fait, des objets dont il s'est saisi pour les utiliser, mais qu'il maîtrise de moins en moins du point de vue de ses logiques de fabrication. Ce qui fait qu'effectivement, ces objets sont fabriqués avec des outils technologiques qui sont tellement importants qu'on n'en connaît plus le mode de fonctionnement, qu'on ne le maîtrise plus et que par conséquent, il est plus facile de jeter l'objet lorsqu'il ne fonctionne plus très bien plutôt que de le faire réparer, à la fois parce qu'on ne le maîtrise pas, donc on ne peut pas le réparer soi-même, mais on ne peut pas non plus le faire réparer parce que le coût économique qui est engagé dans la logique de réparation est beaucoup plus important que le coût de fabrication. J'allais vous poser cette question, les coûts, parce que très souvent, c'est vrai que quand on va vers des énergies vertueuses ou vers comme ça une économie circulaire, on peut arriver à des coûts comme si c'était un luxe. Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, l'important, c'est de réinjecter en fait la réparation, de penser les objets dans un cycle de vie dans lesquels, en fait, les objets ne sont plus des déchets qu'on va jeter une fois qu'on les aura utilisés, mais les déchets eux-mêmes peuvent être réutilisés ensuite. Donc la logique de tri, évidemment, participe de cela. Mais je crois qu'il faut le penser à tous les maillons de la chaîne, et notamment le maillon faible est celui de la réparation et de la maintenance, qui est complètement invisibilisé aujourd'hui dans notre société. Alors on voit bien, Laurence Faure, que la société évolue, hein, avec ça le mûrit sur ces questions-là de consommation éthique, vertueuse, je dirais. Est-ce que, en plus, je pose la question à tout le monde, quand on est comme ça dans une démarche d'économie sociale et solidaire, de coopérative, de formation pour des travailleurs sociaux ou de recyclerie, est-ce que ça rapproche les gens de partager un objectif commun humainement, je parle? Rapprocher les gens. Oui, effectivement, ça rapproche les gens. Ça les rapproche d'autant plus que, au sein d'une unité, si nous n'arrivons pas à créer un esprit commun, on passe à côté du problème. Oui. Parce qu'il y a des échanges qui s'opèrent. Pour citer l'exemple de la recyclerie. Voilà, donnez-nous un exemple. Voilà, alors, j'y viens sur le sujet. Nous avons un pôle encadrant, nous avons une animatrice socio-professionnelle, et puis il y a, comment dirais-je, le conseil d'administration. D'accord ? Oui. Au milieu de ce triptyque, il y a la personne en insertion. Oui. C'est-à-dire que l'encadrant sur le chantier voit la personne qui évolue. Oui. Dans son activité. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes? Il y a... vous avez certains qui ont du mal à comprendre qu'on travaille en équipe, par exemple.
Vous en avez certains qui ont du mal à comprendre que s'ils doivent faire un objet, ils veulent le faire de A à Z. Oui. Or, il y a celui qui fait une partie, celui qui fait la deuxième partie. Tout ceci, ce sont des éléments de pédagogie professionnelle. Oui, à insérer, à insuffler. À insuffler, donc, c'est le côté remise du pied à l'étrier de la vie collective dans un atelier. Ensuite, vous avez l'encadrant réfère à l'accompagnateur socio-professionnel de ce qu'il a vécu. L'accompagnateur socio-professionnel, lui, va interviewer tous les 15 jours les gens qui sont en insertion, ont une communication d'une demi-heure, voire 1 heure, avec l'accompagnateur socio-professionnel. Où cette personne en est dans son projet. Comment cette personne évolue à l'intérieur de l'atelier. Et vous avez aussi des décisions qu'au niveau bureau, nous devons prendre là. Les administrateurs, donc. Les administrateurs, qui consistent à se dire aussi, parce qu'il faut aussi une discipline dans cette affaire-là. Vous ne pouvez pas laisser aller les choses à volo au gré des fantasmes de quelqu'un. Il faut, à un moment donné, être capable de corriger. Bien sûr. Comme il faut être capable de, saluer les efforts qui sont faits. Et c'est ce côté triptyque-là qui permet à la personne d'être prise en charge, d'être considérée, et elle-même de renvoyer une considération aussi à ses collègues. Oui, c'est très important. Voilà. Et puis, elle se renforce elle-même. Elle se renforce elle-même. Et je dirais, vous savez, il y a des gens qui sont éloignés de l'emploi de 4 ans, 5 ans, 8 ans même. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Ils ont vécu peut-être en étant employés 6 mois ici, et puis pendant 2 ans, plus rien. Et puis, bon, comme on est quand même dans les Pyrénées-Orientales, où il y a, on va dire, une dizaine de villes, si on peut appeler ça, il y a une ville, c'est Perpignan. Il y a 9 villes qui ont entre 10 000 et 20 000 habitants. Tout le reste, c'est des villages ou des gros bourgs. Par conséquent, c'est des endroits où des gens comme ça sont soumis aux aléas de l'économie locale. Oui. Viens chez moi, fais-moi le jardin, je te donne 500 €. Donc, quand je dis qu'ils sont exclus du système, il faut bien comprendre. Caisse de retraite, il n'y en a pas. Assurance maladie, il n'y en a pas. Ou c'est aléatoire. Alors vous me direz, il y a la CMU, tout ça et compagnie. Oui, selon le cas. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui est à la CMU, d'accord, ou au RSA, et quelqu'un qui gagne quand même le SMIC, puisque c'est les rémunérations qui sont prises dans les ateliers chantiers d'insertion, d'accord, qui est assuré social, qui a une caisse de retraite et qui a d'autres, je dirais, avantages liés. Il suffit de lire chacun les feuilles de paye que nous avons, que je n'ai plus parce que je suis à la retraite, mais j'ai le souvenir d'un chapelet de listes, de serait-ce que pour un SMIC. Il y a à la fois, il y a une quinzaine de lignes où, je dirais, la personne cotise. Alors, je voudrais que, justement, Frédéric Roca, qui est la directrice de l'IRTS, FAIR ESS, je voudrais que vous nous disiez si vous voyez ces évolutions chez les gens formés. Alors, je voulais vous parler d'une petite expérience qu'on mène depuis plusieurs années. On a remarqué, alors la formation des travailleurs sociaux, c'est une alternance de formation théorique à l'IRTS et de formation pratique. Les étudiants ont autant de temps de stage que de temps de formation théorique. Donc, ils sont au plus près des publics qu'ils vont accompagner quand ils seront professionnels. Et pour autant, ces publics n'entraient jamais à l'IRTS. C'est-à-dire qu'on ne les associait pas aux formations. Ils les rencontraient sur les terrains, mais ils n'étaient pas associés aux formations. On s'est associé à TD Carmonde il y a quelques années et on a commencé avec eux à travailler sur ce qu'on appelle des co-formations. Et donc maintenant, nous avons des temps de formation où les étudiants travaillent avec des personnes en situation de précarité, avec des personnes en situation de handicap. Formation-action. Formation-action, voilà. Et du coup, quand on parle de être au RSA, qu'est-ce que ça veut dire? Être dans un village, qu'est-ce que ça veut dire? Ils le travaillent en même temps. Et du coup, ça permet aux futurs travailleurs sociaux de comprendre finalement le vécu de la personne et d'adapter sa future pratique professionnelle.
Bien sûr, c'est très important. On a vu aussi des activités dans les villages renaître parce que quelqu'un a été assez sûr de lui pour recréer un local avec à la fois un dépôt de pain, à la fois un petit bar, à la fois donc des choses qui font vivre le village. Oui, il y a ces dynamiques qu'on sent un petit peu dans les villages, qu'on a beaucoup senti autour du Covid d'ailleurs. Oui. Je trouve qu'il y a des choses autour du Covid très positives malgré la difficulté de la période. Et par contre, et c'est là que je suis d'accord avec monsieur, il faut accompagner ces moments-là. Oui, C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir des initiatives individuelles ou collectives à certains endroits, mais qu'il faut accompagner pour qu'elles puissent perdurer et se structurer correctement. Paul Andréani, vous faut accompagner ? Oui, en effet. Alors, l'accompagnement, vous l'avez bien compris et vous l'avez senti à travers, je dirais, la structure que j'anime comme ce qui vient d'être vous être dit ici. Cependant, il faut bien prendre en compte une chose. L'atelier chantier d'insertion joue aussi dans le cadre des mairies, dans le cadre des communautés de communes, qui sont des partenaires indispensables. Je vais vous en donner un exemple. La communauté de communes Albert-Côte-Vermeil-Libéris a mis sur pied, vis-à-vis de la commune de Elne, ce qu'on appelle un contrat de ville. C'est une délégation qui est faite à la commune de Elne par sa communauté de communes. Non, c'est une délégation d'action. On va dire ça comme ça. C'est une délégation d'action. Dans cette action, il y a 120 pages. Oui. D'accord ? Et nous faisons, 2 pages de cette action. C'est-à-dire on a déterminé des quartiers prioritaires. Dans ces quartiers prioritaires, il y a souvent un très haut niveau de chômage. Oui. Il y a souvent des problèmes, si vous voulez, de femmes isolées, avec enfants. Nous avons, une action à mener dans le cadre du contrat de ville, c'est-à-dire que nous nous sommes engagés à embaucher à peu près, à maintenir un niveau chez nous de 70% de personnel féminin. C'est beaucoup. Nous sommes 26. Vous savez, vous avez des femmes costauds qui aussi soulèvent des meubles. Bien sûr. Mais on a aussi des messieurs. Bon, alors 70, c'est 60, 40, hein, voilà, c'est ces choses-là. Mais essentiellement recrutés dans le cadre des quartiers prioritaires. Ces personnes-là ont l'opportunité, à un moment donné, de sortir et de voir autre chose que le cadre clos de leur quartier. C'est ça qu'il faut voir. Et là, c'est important. Le contrat de ville que nous avons avec elle, nous y répondons dans ce sens-là. Ok. Alors, justement, Bertrand Rodriguez, est-ce que vous, dans votre dynamique à la coopérative caténaire, ce côté-là, formation, action, insertion, il existe ? C'est une préoccupation pour vous ? C'est un souhait ? Oui, bien sûr. De manière indirecte, c'est-à-dire que l'activité de la coopérative, c'est d'être, on va dire, le chef d'orchestre. Oui. In fine, nous, on vend de l'énergie, donc le travail de la construction, on le sous-traite à des artisans et la maintenance. Quand tout à l'heure on parlait des grands plans de schéma directeur de l'énergie adaptés au département, on sait que atteindre donc l'objectif 100% énergie renouvelable d'ici 2050, c'est la création nette de 5 à 6 000 emplois. En fait, c'est un gain d'emploi qui est colossal. Donc évidemment, on y est très sensible et il y a une étude menée à l'échelle de la France qui montre qu'en général, les projets coopératifs et citoyens par rapport aux projets, on va dire, de portage classique de projets d'énergie renouvelable, les projets coopératifs et citoyens font appel à beaucoup plus de maintenance, de travail locaux que donc à la construction et à la maintenance que les projets plus classiques. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle on est très sensible à avoir la gouvernance de nos projets. Bien sûr. Pour pouvoir choisir des entreprises locales à la construction et maintenance. Ça donne sens. Alors, vous évoquiez le fait que, comme l'université forme aussi sur ces secteurs-là d'énergie renouvelable,
Je voudrais demander justement à Laurence Faure, est-ce que chez les étudiants à l'université Via Domitia, est-ce que vous voyez cette volonté aussi chez vos étudiants de donner du sens, de s'impliquer dans des projets comme ça? Alors, c'est difficile de répondre pour les étudiants tout de même. À la fin de l'année, à la fin des cursus. Je dirais simplement qu'on a des formations à l'université qui permettent de sensibiliser les étudiants à des questions importantes. D'abord des questions sociétales, évidemment, de précarité socio-économique, en sociologie en particulier, évidemment, mais pas seulement, en géographie aussi, par exemple. Donc, on s'intéresse aux enjeux locaux, des contextes d'habitat, les problèmes que posent les situations de précarité des jeunes ou des moins jeunes. Et on a aussi des formations, d'ailleurs vraiment dans les différentes facultés, en sciences et en sciences humaines, des formations qui sensibilisent aux questions environnementales également. Donc, par le biais de ces formations, on peut espérer qu'effectivement les jeunes actuellement sont davantage intéressés par ces questions. Et en sociologie, c'est vrai qu'il y a souvent des étudiants qui ont envie de travailler dans le secteur social, par exemple, et qui vont d'ailleurs dans les formations de l'IRTS ou la licence pro qui est proposée en lien avec l'IRTS, mais qui est au département de sociologie de l'Université de Perpignan. Voilà, donc je pense qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui sont quand même beaucoup plus sensibles. Il y a une tendance à ces enjeux-là. Oui, à vouloir un job qui a du sens aussi. Voilà. En plus d'un salaire, c'est donner du sens, apporter quelque chose à la société. Alors, est-ce que dans l'économie sociale et solidaire, on a un management particulier? On a vu que c'était des entreprises aussi, même si elles sont sous forme coopérative, etc. Il faut assurer une pérennité, malgré tout, et heureusement. Alors, est-ce qu'il y a un mode de management un peu spécial là-dessus? Qui est-ce qui veut répondre à cette question piège? Allez. Le management, dans l'occurrence, dans un atelier chantier d'insertion ou dans une entreprise d'insertion, si je distingue les deux, c'est que dans une entreprise d'insertion, le recrutement est, si vous voulez, sur un échelon au-dessus. Bon, par rapport à quelqu'un qui est très éloigné de l'emploi et qui est en souffrance. Bon. Le management, il est le même. Il y a toujours la prise en charge. Alors, c'est vrai qu'il y aura la nuance sociale, ok, mais le management, il est le même. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a la prise en compte de l'explication d'un travail, il y a la prise en compte de la personne qui doit l'exécuter, il y a le suivi de ce qui a été réalisé, et il y a un dialogue permanent au sein, je dirais, de la structure. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour vous, justement, Frédéric Rocca, c'est pareil? Alors moi, je dirais que c'est le plus difficile, c'est-à-dire qu'on a beau être une association, une coopérative, on reste une entreprise. Bien sûr. Et la question du management, qui reste ancrée dans les valeurs qu'on prône, c'est ce qui finalement va se jouer au quotidien. C'est-à-dire, il faut sans arrêt interroger le management, je crois, pour vraiment être sûr de rester dans un management qui soit participatif, qui soit collaboratif. On est loin des rêveurs théoriciens. On est dans l'entreprise. Oui, c'est important de le dire parce que ça a pris une image un peu particulière, l'économie sociale et solidaire, et c'est important de dire que ce sont vraiment les règles de management d'une entreprise qui s'impliquent avec un peu plus de sens ou d'attention aux salariés, mais pas plus, quoi. Et si je peux me permettre, une des plus grosses entreprises du département, c'est une association, c'est Joseph Sauvy. Donc, il ne faut pas oublier quand même qu'on a des très grosses entreprises qui sont sur ce modèle-là. Oui, bien sûr. Alors, dites-nous Bertrand Rodriguez. Oui, par exemple, alors
dans la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, on est obligé d'interroger chaque année notre utilité sociale et nos pratiques d'économie sociale et solidaire. Et là d'ailleurs nous on mène un travail avec un jeune étudiant donc de l'université de Perpignan sur donc ces sujets, et on va mesurer, enfin on mesure chaque année notre utilité sociale. Et c'est un plan d'action qu'on définit. Et donc, évidemment, la question du management est un chapitre entier de ce sujet-là. Ouais. On se remet en question régulièrement pour évoluer, voir si on est toujours en utilité sociale. Je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. À ce moment-là, levez la main pour qu'on vous apporte un micro. Et voilà, monsieur Bou, monsieur est impatient. Alors voilà, vous allez avoir un micro là. Oui, bon, j'apprécie beaucoup cette discussion. Bonsoir à tout le monde. Bon, je viens par intérêt personnel. J'écris aussi dans le journal Le Travailleur catalan, que certains connaissent peut-être. Je viens aussi pour ça, et peut-être il y aura un article à la suite de ce débat, de ces échanges. Alors, je voudrais profiter de la présence d'une universitaire en responsabilité à la fac pour lui demander si tout ce qui fait partie de cette mouvance économie sociale et solidaire, est-ce que vous avez réussi à le cataloguer, le ranger dans le département des Pyrénées-Orientales? Est-ce qu'il y a eu un travail de fait? Le fameux ANPC, là. Alors, comment? Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. C'est-à-dire un catalogue, en quelque sorte. Je prends deux exemples, là. Il y avait des coopératives qui fonctionnaient très bien. Il me semble que c'est en retrait, par exemple dans le domaine de l'agriculture, coopératives agricoles, dans le maraîchage ou dans la production de vin. Et ces actions, ces réalités qui étaient l'économie sociale et solidaire de beaucoup de villages dans le département s'effondrent. Voilà. Oui. Ensuite, un autre exemple que peut-être tout le monde ne connaît pas ici, c'est les deux formidables coopératives en Cerdagne. Celle qui s'occupe de la distribution, de la collecte, de l'élevage et de la vente de viande. Transhumance à Sayagouz, exceptionnelle coopérative. Et juste à côté, à 10 mètres, Simelé, la coopérative qui réunit 8 producteurs de lait. Il n'y a pas un actionnaire, il n'y a pas de l'argent privé, il n'y a pas de rémunération. Il y a un conseil d'administration, un conseil d'administration et des présidents régulièrement réélus. Ça, c'est... L'entreprise fonctionne seule. Ensuite, je donne un exemple pour avoir des réponses assez précises. Par exemple, ce que vous venez de dire, vous, là, c'est-à-dire en citant Souvi, votre même association, on peut y rajouter l'enfance catalane, la CAL, c'est de l'économie sociale et solidaire, mais qui fonctionne avec des subventionnements pérennes, régulièrement remis dans la caisse pour que les choses puissent se poursuivre. C'est pas pareil pour la déchetterie, je ne sais pas comment financièrement les choses se passent. Et pour la coopérative, c'est encore autre chose, puisque vous vendez des productions et vous vendez des installations, vous vendez aussi de l'énergie. Et donc tout ça est différent. J'ai fini. Répondre, voilà. On va vous répondre parce que le temps court et comme ça vous aurez votre réponse. Oui. Alors un grand sujet, effectivement, que vous soulevez, c'est le financement de ces activités. Le financement de ces activités, il y en a deux principaux. Les ressources qui sont liées au travail économique de la structure. En l'occurrence, chez nous, c'est un marché public de collecte. Et c'est un marché aussi, puisque nous rénovons, autant que faire se peut, des meubles ou des appareils électroménagers, c'est la vente de ces appareils électroménagers. Donc c'est collecte, magasin. Et ensuite, on ouvre sur une nouvelle activité que l'on a mis en place récemment, qui est ce qu'on appelle une matériothèque. C'est-à-dire, on va récupérer dans les fins de chantier des panneaux, des portes, etc. Bon. Et nous avons même des conventions avec, par exemple, Leroy Merlin, qui nous livre une partie de ces invendus. Mais on a aussi les subventions. La subvention, parce que c'est la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, d'accord, l'ancienne directe, qui subventionne les gens en insertion dans l'atelier chantier d'insertion. Voilà. Comme elle subventionne, alors elle les subventionne à 100%, en gros.
Mais dans l'entreprise d'insertion, la subvention pour les gens en insertion n'est que de 50%. Il s'agit du SMIC. D'accord ? Bon. Voilà. Maintenant, il faut bien avoir en tête, c'est que si nous ne sommes pas capables de garantir l'économie de la structure, la direction départementale, la DDETS, peut très bien nous dire, mais vous avez failli à votre engagement. Je dis bien garantie, c'est comme une caution, si vous voulez. C'est dans les objectifs. D'accord ? C'est pire qu'un objectif, c'est un engagement de la structure à satisfaire l'économie pour servir de point de départ pour l'insertion des personnes. Donc il faut bien comprendre dans ces choses-là, il y a la partie subvention qui est, je dirais, incontournable. Et sans ces subventions, on ne vivrait pas dans le système. Frédéric Branca, vous vouliez intervenir? Oui, alors effectivement, toutes les associations qui ont été citées, et on pourrait ajouter l'IRTS, on est financé par des subventions du conseil départemental, de la région, etc., etc. On est dans le... Mais si on le prend globalement sur la question du secteur de l'aide à la personne, il ne faut pas oublier que l'aide à la personne lucrative, elle existe aussi. Bien sûr. Voilà. Et là, il y a un choix quand même, il y a un engagement, il y a un choix d'être sur de l'aide à la personne, de la solidarité qui n'est pas lucrative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, le choix du lucratif, attention, il est fragile. C'est-à-dire qu'on voit des maisons de retraite, mais on voit aussi des crèches. On voit tout un tas de structures se développer dont l'objectif n'est pas du tout le même. L'objectif, il est lucratif et on n'est plus du tout là dans le même secteur. Bien sûr, absolument. C'est important de le préciser, effectivement. Donc, alors, monsieur Andréani. Oui, juste une chose ici. Les régions reçoivent la dotation de l'État pour la formation. Les régions redistribuent au département de quoi satisfaire et payer ces formations. Entre autres, il s'agit des formations qualifiantes des gens qui sont en insertion pour accéder à quelque chose. Il s'agit de financer des permis, il s'agit de financer pas mal de choses. Bon. Maintenant, dans ce mouvement-là, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes des associations. Si je prends le cas qui nous intéresse, nous, la recyclerie, un atelier chantier d'insertion est une association. Une entreprise d'insertion a le choix. Soit rentrer dans le régime associatif, avec tout ce que ça comporte comme défiscalisation, soit rentrer dans un régime capitalistique et lucratif. Nous, on a pris l'option à la recyclerie de dire nous restons administrativement, ça se monte cette affaire-là, je l'ai montée moi-même, c'est-à-dire que nous sommes une association avec deux sous-ensembles, un ensemble atelier chantier d'insertion, un ensemble entreprise d'insertion, avec une structure un peu comme un bilan agrégé, d'accord, qui est celui au sein de la recyclerie. Alors, il faut dire que ça remet des gens dans le circuit, dans l'emploi, dans la confiance. Vous, Bertrand Rodriguez, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, nous, on a eu des subventions donc, pour notre utilité sociale, notre innovation sociale au démarrage. Et on utilise donc, parce qu'on est dans une forme privée de société, cet investissement participatif dont je parlais, qui vient alimenter nos fonds propres et faire des effets leviers ensuite de financement. Et donc jusqu'à présent, les 300 sociétaires qu'on est ont apporté 500 000 € dans un pot commun. Donc on parie sur, en effet, d'avoir une grande partie de la population qui prend des participations plutôt que d'avoir quelques actionnaires en fait. Et dans l'énergie, c'est pas particulièrement le cas. Donc on a cette petite formule, investissez dans un paradis non pas fiscal mais local, pour dire que on peut chacun de nous placer un peu d'épargne dans des projets d'énergie renouvelable qui permettent d'en tirer une petite rentabilité chacun et donc de partager un apport au territoire aussi, un apport aux gens, donc c'est tout à fait important. Quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de vous joindre l'un ou l'autre, vous avez tous des sites internet, je suppose. www.catenaire.org, en effet. Et pour vous ? www.faire-ess.fr. Vous-même ?
Donc notre mail, c'est larecyclerie.eln@gmail.com. Et pour vous à l'université? www.univ-fr. Alors moi, j'ai juste envie d'ajouter quelque chose au-delà de la question des financements. En fait, la question que vous posez, c'est celle du rôle de l'État aussi. Alors, le rôle de l'État dans l'économie, on sait bien combien il intervient et pas seulement dans l'économie sociale et solidaire au passage, comme vous l'avez dit. Et par ailleurs, il est absolument essentiel aussi dans la régulation, dans l'instauration de lois qui vont permettre aussi des activités économiques sur l'ensemble du territoire, par exemple, et dans les quartiers politiques de la ville, dont on a parlé tout à l'heure, et dont il va aussi permettre le développement d'activités qui favorisent l'énergie renouvelable, la transition écologique. Et la loi, par exemple, de 2020 joue un rôle absolument central dans ces questions-là. Donc, si l'État n'intervient pas, je ne suis pas sûre que l'économie fonctionnerait sur un mode qui soit tout à fait satisfaisant et où les individus trouvent leur place dans la société. Donc, merci à tous. On voit bien que cette économie sociale et solidaire, elle a vraiment du sens d'une part. Elle a un rôle majeur sur le territoire, sur le développement et la formation des gens. Je vous remercie infiniment pour nous avoir éclairés. Laurence Faure, je rappelle que vous êtes maître de conférence et directrice du département sociologie à l'Université de Perpignan via Domitia. Merci à Frédéric Roca, directrice l'IRTS de Perpignan, l'Institut régional du travail social. Paul Andréani, à la recyclerie d'Aisne, avec une activité d'insertion, on l'a vu, forte. Et Bertrand Rodriguez, que vous êtes responsable de la coopérative Caténaire. Je vous remercie infiniment. Merci à notre public. Je rappelle que c'était un café société à partir du Café Vienne à Perpignan et qu'il sera diffusé sur notre site et nos réseaux sociaux de Radio Aviva, bien sûr, et vous pouvez également les relayer et les utiliser. Je vous remercie infiniment.